Le 29 janvier 2025, l'Alliance des États du Sahel est annoncée d'un seul geste. Au même moment, près de 40% du territoire du Burkina Faso reste exposé aux attaques djihadistes. Preuve qu'une coalition naît sous pression, avec des civils pris entre fronts mobiles et décisions politiques accélérées. Que change ce paradoxe pour vous, alors qu'Ibrahim Traoré revendique une rupture totale avec l'ordre ancien? Derrière ces chiffres, l'équilibre régional se redessine déjà. Et la question n'est pas de savoir si l'alliance existe, mais si elle peut durer sans se fissurer. Cette analyse poursuit un objectif clair: dépasser l'annonce politique pour mesurer ce que l'Alliance des États du Sahel change réellement sur le terrain et dans les équilibres régionaux. Il ne s'agit pas de répéter un discours officiel, mais de comprendre les mécanismes concrets qui relient une décision militaire, recomposition diplomatique et effets quotidiens sur les civils. Le bénéfice pour vous est direct. Disposer d'une lecture structurée, fondée sur des faits observables, pour évaluer si cette coalition représente une rupture durable ou une réponse provisoire à une urgence sécuritaire. L'enjeu est élevé. Si l'alliance fonctionne, elle peut modifier la trajectoire d'une région marquée par des années d'impasse stratégique. Si elle échoue, elle risque d'amplifier les tensions internes et d'ouvrir un nouveau cycle d'instabilité. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré n'est pas anecdotique. Son rôle influence à la fois la cohésion militaire et la crédibilité politique du projet. Comprendre ces enjeux permet de lire les événements à venir sans illusion ni simplification. Deux faits dominent dès l'ouverture. L'Alliance des États du Sahel est officiellement créée le 29 janvier 2025, alors qu'environ 40% du territoire du Burkina Faso reste sous pression djihadiste. En parallèle, les premières évaluations internes évoquent une baisse de 30% des attaques dans certaines zones 6 mois après le lancement des opérations conjointes. Placées côte à côte, ces données révèlent une réalité centrale. L'Alliance n'est pas née dans la stabilité, mais dans l'urgence, et ses premiers effets apparaissent avant même que sa structure politique ne soit totalement consolidée. Ce contraste éclaire le contexte dans lequel s'inscrit l'initiative. Depuis plusieurs années, les dispositifs sécuritaires nationaux opéraient de manière fragmentée, laissant nos groupes armés la capacité de se déplacer rapidement d'un pays à l'autre. L'intensification simultanée des attaques de l'EIGS et du GCIM en 2024 a mis en évidence les limites de cette approche. Les frontières, pensées comme des lignes de défense, sont devenues des zones de vulnérabilité. C'est dans ce cadre que l'idée d'une réponse collective s'impose progressivement. La chronologie montre une convergence d'intérêts. Au Burkina Faso, après sa prise de pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré renforce l'appareil militaire et affirme une volonté de souveraineté accrue. Au Mali et au Niger, la persistance des insurrections et l'essoufflement des partenariats traditionnels conduisent à une réévaluation stratégique. Les signaux diplomatiques se multiplient. Les échanges d'état-major s'accélèrent et la sortie conjointe de la CEDEAO marque une rupture symbolique avec l'ordre régional antérieur. L'Alliance apparaît alors comme le produit d'une chaîne de causalité claire, échec des réponses isolées, pression sécuritaire croissante et recherche d'une masse critique capable d'agir simultanément sur plusieurs fronts. En rassemblant forces terrestres, moyens blindés et capacités aériennes sous un commandement coordonné, les trois États tentent de réduire les délais de réaction qui favorisaient jusque-là les groupes armés. Ce premier éclairage pose ainsi le cadre de lecture. Les premiers résultats ISCO existent, mais ils reposent sur un édifice encore fragile, où la centralité assumée par Ibrahim Traoré devient à la fois un moteur et un point de tension. La question qui se pose désormais est simple. Cette urgence partagée peut-elle se transformer en cohésion durable? Dans cette phase initiale, une figure sert de fil conducteur à la dynamique de l'Alliance. Ibrahim Traoré ne se contente pas d'endosser un rôle institutionnel. Il agit comme un point de convergence entre des appareils militaires longtemps disjoints.
Son approche consiste à exploiter l'urgence sécuritaire pour imposer une coordination rapide, tout en maintenant une cohésion politique encore instable. Cette posture donne une lecture claire des premiers effets observables sur le terrain. Un premier cas se situe dans les zones frontalières entre le Burkina Faso et le Mali. Là, des opérations conjointes appuyées par un partage direct du renseignement permettent de repousser plusieurs offensives de l'EIGS. Le changement n'est pas tant dans l'ampleur des moyens que dans le tempo. Des décisions prises en quelques heures remplacent des délais de réaction qui s'étiraient auparavant sur plusieurs jours. Cette accélération réduit les marges de manœuvre des groupes armés et modifie l'équilibre local. Un second cas apparaît dans le nord du Niger. L'intégration des capacités aériennes au sein d'une structure commune permet une couverture plus large des zones sensibles. Des axes régulièrement ciblés par des embuscades sont sécurisés sur des périodes plus longues, facilitant les déplacements civils et militaires. Là encore, le commandement unifié joue un rôle décisif. La coordination limite la duplication des moyens et améliore la continuité des opérations. Ces exemples dessinent une logique simple. Lorsque la chaîne décisionnelle se resserre, les erreurs diminuent et les effets opérationnels se multiplient. Concrètement, l'idée est la suivante. L'efficacité initiale de l'Alliance des États du Sahel dépend moins de la quantité de forces engagées que de leur synchronisation réelle, un équilibre que Ibrahim Traoré tente de maintenir sous forte pression. Tout commence par un déclencheur brutal. En 2024, les attaques djihadistes s'intensifient de manière quasi simultanée au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Des groupes armés franchissent les frontières en moins de 48 heures, exploitant l'absence de coordination réelle entre les forces nationales. Les chaînes de commandement sont saturées, les réponses arrivant en ordre dispersé, et chaque État agit comme s'il faisait face à une crise isolée. Cette fragmentation devient le point faible central du dispositif sécuritaire régional. Face à cette pression, les signaux d'alerte s'accumulent. Des réunions bilatérales se multiplient entre états-majors. Les échanges de renseignements, jusque-là limités, s'intensifient. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré prend publiquement position pour un basculement stratégique, affirmant que la menace ne peut plus être traitée à l'échelle nationale. Cette prise de parole agit comme un catalyseur. Elle transforme une inquiétude partagée en projet politique assumé, malgré les réticences initiales. La phase d'activation s'enclenche alors rapidement. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent presque simultanément leur retrait de la CEDEAO, geste perçu comme une rupture nette avec les cadres régionaux existants. Ce mouvement ouvre un espace inédit pour la construction d'un mécanisme commun. Le 29 janvier 2025, la déclaration conjointe officialise l'Alliance des États du Sahel. En quelques heures, les protocoles d'alerte sont harmonisés. Des zones de responsabilité partagées sont définies et un noyau de commandement unifié est mis en place. Les chiffres donnent la mesure du changement. Environ 480 000 soldats sont intégrés dans une architecture commune, appuyés par plus de 300 chars, 470 véhicules blindés et une flotte aérienne combinée de 160 appareils. Mais l'essentiel n'est pas la masse. Le cœur de l'activation réside dans la capacité à faire circuler l'information et à valider les décisions en temps réel. Une donnée collectée dans le nord du Niger peut désormais déclencher une opération burkinabé soutenue par des moyens maliens, mécanisme jusque-là inexistant. Vient ensuite la phase de bascule. Les forces se repositionnent rapidement. Des colonnes mécanisées sont redéployées vers les zones frontalières les plus exposées. Les unités aériennes assurent une surveillance continue des axes stratégiques. Cette montée en cadence surprend les groupes insurgés, qui tentent plusieurs offensives précipitées pour tester les limites de la nouvelle alliance. Les premiers affrontements révèlent une tendance claire. La coordination réduit les fenêtres d'opportunité des attaques. Le point culminant survient lors d'une opération menée dans une zone triangulaire, au croisement des trois pays. Le renseignement laissé partager en amont, l'exécution est
coordonnée au sol, et le soutien aérien verrouille les issues. Le tout est validé par un commandement centralisé qui ajuste les manœuvres en temps réel. L'opération dure moins longtemps que prévu. Les insurgés sont repoussés et les pertes civiles restent limitées. Pour la première fois depuis des mois, le tempo est imposé par les forces étatiques. Les répercussions s'installent immédiatement. Certaines zones du Burkina Faso enregistrent une baisse notable des attaques. Les flux de déplacés commencent à ralentir et des corridors logistiques reprennent vie. Cet élan renforce la position d'Ibrahim Traoré au sein de l'Alliance, tout en révélant les premières tensions internes liées à la répartition des ressources et au poids dominant du Burkina Faso. La dynamique est lancée, mais elle reste sous tension constante. Le raisonnement quantitatif de l'Alliance des États ici du Sahel repose sur une logique simple. Établir une base mesurable, puis observer l'écart produit après la mise en œuvre des opérations conjointes. Le point de départ est connu. Avant la création officielle de l'Alliance, près de 40% du territoire du Burkina Faso restait exposé aux groupes djihadistes, illustrant l'insuffisance des réponses nationales menées séparément. Ce niveau élevé décrivait le point de départ d'un système fragmenté, où chaque armée agissait avec des informations partielles et des délais étirés. 6 mois après l'activation du commandement unifié, un premier écart apparaît. Dans plusieurs zones frontalières critiques, les rapports internes évoquent une baisse d'environ 30% des attaques. Cette variation ne signifie pas une disparition de la menace, mais elle indique un infléchissement clair de la tendance. L'explication tient en une phrase. La coordination réduit le temps entre la détection d'une menace et la réponse opérationnelle. Là où les groupes armés profitaient auparavant de fenêtres de plusieurs jours, ces marges se resserrent désormais à quelques heures. Un second indicateur concerne la pression humaine. Avant l'Alliance, les déplacements internes augmentaient de manière continue, en particulier dans les zones rurales exposées. Ce point de départ mettait sous tension les capacités logistiques et humanitaires des États concernés. Après 6 mois d'opérations coordonnées, les données disponibles font état d'une réduction d'environ 20 des déplacements dans certaines régions. Cet écart s'explique par une stabilisation relative des localités menacées et par une présence plus régulière de patrouilles mixtes qui limitent les déplacements forcés liés aux attaques répétées. Le troisième axe porte sur les moyens mobilisés. L'Alliance regroupe environ 90 000 soldats, plus de 300 chars, 470 véhicules blindés et une flotte combinée de 160 appareils. Pris isolément, ces chiffres restent comparables à des capacités déjà existantes avant janvier 2025. Le changement se situe ailleurs. Le point de départ correspondait à des forces opérant en parallèle, avec une coordination minimale et des doublons fréquents. L'écart se manifeste dans l'orchestration. Une information collectée dans un pays peut déclencher presque immédiatement une action coordonnée impliquant plusieurs composantes, terrestres et aériennes. Ce glissement structurel produit un effet cumulatif. La baisse des attaques réduit la pression sur les civils. La diminution des déplacements allège les contraintes humaines. L'amélioration de la circulation de l'information renforce l'efficacité globale sans nécessiter une augmentation massive des effectifs. Autrement dit, les chiffres évoluent parce que les relations opérationnelles évoluent. Ces données doivent toutefois être lues avec prudence. Elles reflètent des tendances sur des zones spécifiques et sur une période encore courte. Elles montrent une amélioration mesurable, mais non définitive. Le risque serait de confondre un répit avec une stabilisation durable. Les écarts observés indiquent que le modèle coordonné fonctionne mieux que le modèle fragmenté, sans garantir pour autant qu'il puisse absorber durablement les tensions internes et la capacité d'adaptation des groupes armés. La question centrale devient alors analytique. Ces écarts quantitatifs constituent-ils le début d'une trajectoire de stabilisation, ou seulement une pause dans un cycle plus long de recomposition de la violence? La réponse dépendra de la capacité de l'Alliance à maintenir dans le temps la cohérence qui a permis ses premiers résultats.
Deux lectures opposées structurent le débat autour de l'alliance des États du Sahel, et chacune mérite d'être considérée dans sa version la plus solide, avant toute conclusion. La première position affirme que l'alliance constitue la première réponse réellement cohérente face à l'effondrement sécuritaire du Sahel. Ses défenseurs rappellent que pendant des années, les forces nationales ont opéré de manière isolée, laissant aux groupes armés la capacité d'exploiter les frontières comme des zones de repli. Dans cette perspective, la centralisation du commandement et le partage du renseignement représentent une correction structurelle attendue depuis longtemps. Les baisses observées des attaques et des déplacements sont interprétées comme des signaux encourageants, indiquant que la coordination produit des effets là où les dispositifs antérieurs ont échoué. Selon cette lecture, sans un cadre commun, aucune stabilisation, même partielle, n'aurait été possible. La seconde position développe un argument tout aussi robuste, mais orienté vers les risques. Elle souligne que l'Alliance concentre un pouvoir opérationnel important, en particulier autour du Burkina Faso, ce qui peut générer des tensions internes durables. Le Mali et le Niger, bien que partenaires, pourraient percevoir cette centralité comme une hiérarchisation implicite plutôt qu'une coopération équilibrée. À cela s'ajoute la dimension géopolitique. Le soutien accru de partenaires extérieurs non occidentaux renforce les capacités matérielles, mais expose aussi l'Alliance à des pressions et à des dépendances nouvelles. Enfin, cette lecture rappelle que les groupes djihadistes conservent une forte capacité d'adaptation, capables d'éroder rapidement des gains obtenus sur une période courte. Le point de friction entre ces deux positions se situe dans l'horizon temporel. Les partisans de l'Alliance mettent en avant des résultats immédiats et mesurables. Les critiques insistent sur la fragilité à moyen terme, lorsque les tensions politiques internes pourraient neutraliser les gains militaires. Le contre-argument le plus équilibré consiste à reconnaître que les deux lectures sont partiellement vraies. L'Alliance améliore objectivement la coordination et réduit certaines vulnérabilités. Mais cette efficacité repose sur une discipline politique encore instable. La question n'est donc pas de savoir si l'Alliance est utile, mais si elle peut préserver sa cohésion suffisamment longtemps pour transformer des succès tactiques en stabilité durable. À ce stade, un élément souvent sous-estimé modifie la lecture de l'Alliance des États du Sahel. La question n'est plus seulement militaire, mais interne. Les premiers mois d'opération montrent que l'efficacité progresse, tandis que les équilibres politiques se fragilisent simultanément. Ce décalage constitue un moment charnière. Dans les échanges d'état-major, une perception s'installe progressivement. Le poids opérationnel du Burkina Faso, moteur principal des opérations, commence à redessiner les rapports internes. Le Mali et le Niger expriment, parfois de manière indirecte, leurs inquiétudes face à une centralité burkinabé croissante. Ce malaise reste contenu, mais il est réel. Il n'apparaît pas dans les communiqués officiels, seulement dans les ajustements discrets de coordination et les débats sur la répartition des responsabilités. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'accélérer le tempo militaire, mais de maintenir un équilibre politique suffisamment souple pour éviter la rupture. Chaque décision rapide renforce l'efficacité, mais peut aussi alimenter des frustrations internes. Un épisode l'illustre clairement. Lors d'une opération conjointe dans le nord du Mali, des divergences sur la chaîne de validation entraînent un retard de quelques heures. Pourtant, la coordination aérienne permet de verrouiller la zone à temps. L'alliance fonctionne, mais sous tension permanente. Le moment charnière est clair. L'alliance progresse, non pas malgré ses fissures, mais à travers elles. Et cette fragilité conditionnera tout ce qui suit. Les effets de l'alliance des États du Sahel ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils varient selon les acteurs concernés et révèlent, derrière les chiffres globaux, des transformations différenciées qui redessinent progressivement la réalité régionale. 4 groupes permettent d'en saisir la portée. Pour les civils des zones touchées, l'impact le plus immédiat
et la diminution relative de la violence. La baisse d'environ 30% des attaques dans certaines régions crée des fenêtres de stabilité inédites depuis plusieurs années. Ces périodes, même fragiles, autorisent la réouverture de marchés locaux, la reprise de déplacements interrompus et, dans certains cas, le retour progressif de familles déplacées. La présence visible de patrouilles mixtes renforce un sentiment de protection, sans pour autant effacer la peur. Dans ce contexte, l'image d'Ibrahim Traoré gagne en légitimité auprès d'une partie de la population burkinabé, car elle se trouve associée à une amélioration tangible, bien que partielle, du quotidien. Pour les acteurs économiques, les effets sont plus indirects, mais réels. La sécurisation de certains axes logistiques permet la reprise de flux commerciaux jusque-là paralysés par les embuscades. Les marchés agricoles retrouvent une forme de régularité, réduisant les pertes liées aux interruptions de transport. Toutefois, cette reprise reste prudente. Les entreprises locales et les investisseurs régionaux demeurent attentifs aux tensions internes de l'Alliance, conscients qu'un affaiblissement politique pourrait rapidement annuler les gains sécuritaires. À l'échelle des États membres, les conséquences sont ambivalentes. D'un côté, la coopération militaire améliore la discipline opérationnelle et accélère la prise de décision. De l'autre, elle met en lumière des déséquilibres internes. Le rôle central du Burkina Faso, assumé par Ibrahim Traoré, renforce l'efficacité globale, mais suscite aussi des réticences au Mali et au Niger, où certains cadres craignent une marginalisation stratégique. Ces tensions n'entravent pas encore les opérations, mais elles pèsent sur la durabilité du dispositif. Sur le plan régional et international, l'Alliance agit comme un catalyseur de recomposition géopolitique. Les voisins observent ce réalignement avec prudence, conscients qu'il pourrait affaiblir des cadres existants comme la CEDEAO. À l'international, le soutien de partenaires tels que la Russie, la Chine et la Turquie renforce les capacités matérielles, tout en accentuant les frictions avec les puissances occidentales. Cette double dynamique place l'Alliance au cœur d'un jeu d'influence où chaque avancée militaire entraîne des ajustements diplomatiques. Ces conséquences dessinent une mosaïque complexe. L'Alliance améliore la sécurité dans certains espaces, relance partiellement l'économie locale, mais génère aussi de nouvelles tensions politiques et géopolitiques. La trajectoire future dépendra de la capacité des États membres à transformer ces effets immédiats en gains durables, sans laisser les fractures internes prendre le dessus. À horizon de 6 à 12 mois, l'Alliance des États du Sahel peut évoluer selon 3 trajectoires distinctes. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils structurent les possibilités à partir des dynamiques déjà observées, en reliant efficacité militaire, cohésion politique et pression extérieure. Si l'on commence par la trajectoire la plus probable, on obtient une stabilité prudente. Dans cette configuration, l'Alliance maintient son niveau actuel de coordination. Les opérations conjointes continuent de contenir certaines capacités des groupes armés sans provoquer d'effondrement décisif de la menace. Les tensions internes persistent, mais restent gérables grâce à des ajustements pragmatiques dans la répartition des responsabilités. Les partenaires extérieurs poursuivent leur soutien à un rythme maîtrisé, permettant de maintenir les capacités matérielles sans changement structurel majeur. Si ce scénario se confirme, la région connaît une amélioration graduelle de la sécurité, inégale selon les zones, et une normalisation lente de la vie économique locale. Si l'on pousse vers une hypothèse favorable, la coalition peut se consolider et monter en puissance. Ici, la cohésion politique progresse. Les États membres clarifient les mécanismes de décision et acceptent une coordination plus lisible en échange d'une répartition transparente des rôles. Cette stabilisation interne renforce l'efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par une réduction plus durable des attaques et une sécurisation accrue des axes stratégiques. Les soutiens extérieurs apportent davantage de capacités techniques, notamment en matière de surveillance et de renseignement. Dans ce cadre, l'Alliance devient un acteur régional structurant
capable d'imposer un tempo sécuritaire plus favorable et d'améliorer la confiance des acteurs économiques. Et si, au contraire, la dynamique se dégrade, une fragmentation progressive peut s'installer. Dans cette hypothèse, les tensions internes s'accentuent. Les divergences stratégiques entre États ralentissent la prise de décision et affaiblissent la coordination. Les groupes armés exploitent ces frictions pour adapter leur mode opératoire et relancer des offensives ciblées. Parallèlement, la pression diplomatique extérieure s'intensifie, compliquant l'accès à certains soutiens. L'alliance ne s'effondre pas brutalement, mais perd progressivement sa capacité à agir comme un bloc cohérent, transformant les gains initiaux en simples parenthèses. Pour lire correctement ces scénarios, un principe s'impose. Si la discipline politique accompagne l'efficacité militaire, alors les gains peuvent se consolider. Si les tensions prennent le dessus, alors les améliorations resteront temporaires. La variable décisive n'est pas la quantité de moyens, mais la qualité de la gouvernance commune. Au-delà des cartes militaires et des scénarios stratégiques, l'Alliance des États du Sahel touche directement des publics concrets, dont les perceptions et les choix pèseront sur la suite des événements. Comprendre ces résonances humaines permet de mesurer la profondeur réelle du changement engagé. Pour les habitants du Sahel, la première transformation est psychologique. La réduction relative de la violence, même localisée, modifie la manière dont le quotidien est envisagé. Lorsque les attaques se font moins fréquentes, les déplacements redeviennent possibles. Les marchés reprennent vie et les décisions ne sont plus uniquement dictées par l'urgence. Cette respiration fragile ne garantit pas la stabilité, mais elle redonne une marge de manœuvre aux communautés. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré est souvent associée à l'idée d'une protection retrouvée, ce qui renforce l'adhésion populaire au projet d'alliance. Pour la diaspora africaine, l'alliance suscite des sentiments mêlés. Elle nourrit une fierté liée à l'affirmation de la souveraineté régionale, mais aussi une inquiétude face aux tensions internes et aux recompositions géopolitiques. Cette diaspora joue un rôle discret mais réel, relais d'information, soutien financier à des initiatives locales et influence sur le regard international porté sur le Sahel. Sa perception peut amplifier ou atténuer la légitimité du projet. Pour les jeunes et les acteurs sociaux, enfin, l'Alliance ouvre une fenêtre d'opportunité conditionnelle. Si la sécurité s'améliore durablement, des espaces peuvent émerger pour l'éducation, l'emploi et l'engagement civique. Les associations et médiateurs locaux s'efforcent déjà de préparer ce terrain, tout en rappelant qu'une stabilisation sans cohérence politique resterait précaire. Ces regards croisés montrent une chose. L'Alliance n'est pas seulement un dispositif militaire, mais un facteur qui influence les imaginaires, les attentes et les choix collectifs. Pour que l'Alliance des États du Sahel s'inscrive dans la durée, une trajectoire opérationnelle claire est nécessaire. Elle doit préciser les responsabilités, les temporalités et les indicateurs de suivi, afin d'éviter que l'urgence permanente n'érode la cohésion interne. Dans cette perspective, le rôle d'Ibrahim Traoré reste central, mais il ne peut produire d'effets durables qu'à travers un cadre collectif stabilisé. D'abord, stabiliser la gouvernance commune. Chaque État membre doit désigner un représentant permanent au sein du commandement unifié, doté d'un mandat explicite et de règles de décision partagées. L'objectif est de réduire les ambiguïtés hiérarchiques et de limiter les frictions politiques. L'indicateur clé sera le délai moyen de validation d'une opération conjointe. Ensuite, unifier les protocoles de renseignement. L'Alliance doit harmoniser ses systèmes d'alerte et de cartographie des menaces. La création d'un canal sécurisé commun permettrait une circulation fluide de l'information entre les trois armées. Le succès se mesurera par la rapidité de déclenchement des réponses coordonnées après une alerte frontalière, puis sécuriser les axes logistiques prioritaires. Les corridors économiques conditionnent la mobilité civile et la reprise des activités locales. Des patrouilles mixtes régulières, appuyées par des moyens aériens, doivent être déployées de manière prévisible. L'indicateur sera la diminution des embuscades
et la réouverture durable des marchés régionaux. Après cela, renforcer les capacités locales. La formation d'unités encadrées, en lien avec les autorités locales, permettrait de consolider la stabilité territoriale. Le suivi portera sur l'évolution des déplacements internes et la présence étatique dans les zones sensibles. Enfin, préserver l'équilibre politique. Un dialogue régulier entre les dirigeants, facilité par Ibrahim Traoré, devra garantir une répartition transparente des responsabilités et prévenir les déséquilibres internes. Cette feuille de route ne promet pas une solution rapide, mais elle offre un cadre mesurable pour transformer une alliance de crise en structure résiliente. Au fil de cette trajectoire, un motif revient sans cesse, comme un fil discret reliant les différentes étapes de l'alliance. Ce sont ses premières opérations conjointes, menées dans l'urgence, où des unités autrefois séparées ont avancé côte à côte, souvent sans certitude sur la solidité politique du cadre qui les réunissait. Ce motif, déjà perceptible dans les zones frontalières décrites plus tôt, résume l'état actuel de l'Alliance des États du Sahel. Une marche collective, déterminée mais fragile. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré incarne une tension permanente entre rupture et continuité. Rupture avec des dispositifs jugés inefficaces et des dépendances extérieures contestées. Continuité dans la recherche d'une stabilité minimale, indispensable à la vie quotidienne des populations. Cette dualité donne une profondeur particulière au projet d'alliance. Elle explique à la fois l'espoir qu'il suscite et les réserves qu'il nourrit. Les gains observés, même partiels, montrent qu'une coordination renforcée peut modifier le rapport de force. Mais il rappelle aussi que chaque avancée militaire s'accompagne d'un coût politique. L'alliance progresse parce qu'elle est nécessaire, non parce qu'elle est simple.